Aujourd'hui, dans le nouvel épisode de Kung Fu Coffee Break podcast, nous allons parler des couteaux papillons. Ouais, des doubles couteaux et du bâton long. Allez, let's go. Your kung fu is pretty good. You're gonna pay. You treacherous bastard. Get in. Bienvenue sur Kung Fu Coffee Break podcast. Bienvenue dans cet épisode de Kung Fu Coffee Break podcast. Salut Elliot. Salut, comment vas-tu? Eh ben écoute, ça va très bien, Et aujourd'hui, on va parler weapons. Yes, les Parce que weapons de Wing Chun. on va essayer de finir notre série d'épisodes consacrés au Wing Chun. Donc on en a déjà fait quelques-uns sur Oui, sur les formes et main nue, voilà, à main nue, on des a sections. fait voilà tout le système à main nue. On a pas que sur les formes, hein, mais sur tout ce qu'il y avait et qui accompagnait les formes du système. Donc, Xiu Nam Tao Sham Qiu, Piu Ji, Mu Yan Zhong. Tout à fait. Et aujourd'hui, on va finir sur les armes du système. Oui, Les armes du système qui sont, Elliot. il y en a beaucoup, il y en a au moins 15. Ah non. Il y a donc le bâton long et les couteaux papillons. Ouais. Et c'est intéressant que tu le dises parce que contrairement aux autres styles de Kung Fu, finalement, Wing Chun, il n'y a que très très peu d'armes. Tu vois. C'est vrai. Il a le bâton long Mm. et double couteau. Et c'est les seules armes qu'on a dans le système. Alors, si tu prends d'autres styles de Kung Fu qui sont contemporains du Wing Chun, à la même époque, qui ont été, on va dire, créés à la même époque, comme le Hung Gar, comme le Shao Li Fut, ils ont une multitude d'armes à côté, tu vois, comme tu peux rajouter la lance, tu peux rajouter l'hallebarde, tu peux rajouter Daido, le grand sabre, l'épée, nunchaku à 3 branches. Donc, finalement, ce qu'on peut dire pour commencer, c'est que le Wing Chun a le minimum syndical en termes d'armes. Et tu as un proverbe, on va dire, dans les arts martiaux chinois du sud de la Chine, qui dit que disons que pour un art martial soit vraiment reconnu comme étant un style, tu vois, parmi tous les autres styles, il faut qu'il ait au minimum qu'une Quan Do, qu'une point, hein, donc les techniques à main nue, on va dire, Quan bâton, et Do l'épée ou le couteau. Et finalement, le Wing Chun a ce strict minimum et n'a pas plus, tu vois. Et on dit aussi que le point, avec ce triptyque-là, vient aussi un proverbe qui dit le point, c'est la graine, le bâton, c'est le professeur, et le couteau ou l'épée, c'est les parents, la mère et le père. Je te laisse faire ta propre interprétation sur ça. Les deux premiers, je l'avais, mais alors le troisième, je te laisse faire ta propre interprétation sur ça, mais voilà. Qu'est-ce que viennent faire mes parents là-dedans? C'est un dicton qui existe sur ce triptyque-là. Kun, Quan, Do. Très bien. Les armes, utilité. À quoi ça sert? Quelles sont l'utilité des armes? Et c'est souvent quelque chose tu vois, certains élèves ne sont pas du tout fans d'armes, tu vois, dans mon école, et certains, ça les intéresse pas du tout. Non, ça les intéresse pas du tout. Et on peut se poser la question, à quoi ça sert encore ces armes ancestrales aujourd'hui? Pourquoi les pratiquer? L'époque a changé, donc on se balade rarement avec un bâton long. Avec un bâton, avec un bâton long surtout, avec des couteaux doubles. Ouais. Donc voilà, c'est vrai que peut-être dans d'autres styles de Kung Fu, c'est davantage préservé. Peut-être aussi parce que dans d'autres styles de Kung Fu, les armes sont enseignées beaucoup plus tôt. Alors que dans le Wing Chun, il y a cette persistance à ce que les armes soient enseignées à la fin du système et sont vraiment réservées à des élèves avancés, tu vois. Et c'est comme ça que Ip Man l'a enseigné à Hong Kong. Et au final, a enseigné les armes très peu, au final. Alors, bâton long peut-être un peu plus,
Mais les doubles couteaux, c'est vraiment quelque chose qu'il a très, très peu à enseigner. Très certainement que les doubles couteaux, on peut compter, sur les 10 doigts de la main, Ah les ouais, élèves, d'accord. de Ip Man qui ont appris ça directement avec lui, quoi. Ouais, ouais. Donc voilà, il y a aussi, eu ce problème-là et Mmh. finalement, je trouve que c'est un peu perpétué aussi maintenant, même si, bon, c'est davantage, enseigné de manière, un peu plus libre. C'est beaucoup moins Mmh. confidentiel que ça l'était dans les années 50-60 à Hong Kong, mais néanmoins, voilà, il y a quand même cette persistance à vouloir enseigner les armes plus tard, alors que tu vas dans une école de Wungar ou de Shoy Li Foot, tu vois, le bâton de 2 mètres, là, à hauteur d'homme, c'est enseigné très, très tôt. Mmh. Tu vois, c'est enseigné très, très tôt. Et il y a aussi peut-être le fait que le Wing Chun, généralement, c'est enseigné de manière assez pragmatique, tu vois. On essaye de regarder en self-défense comment tu l'utilises Ouais. et ça véhicule aussi, je pense, des personnes, des élèves qui sont qui sont assez portés sur ça, tu vois? Sur l'aspect assez pragmatique d'un art martial et tu vois, j'ai eu pas mal d'élèves qui venaient, alors pas forcément des élèves à moi, j'en ai eu, hein, mais aussi des partenaires, tu vois? Comme moi j'étais Mmh. davantage, élève quand j'ai commencé le Wing Chun, qui venaient du Krav Maga, donc qui venaient, Ouais. d'une approche a priori, assez pragmatique, tu vois? Les gars qui sont quand même axés sur la self-défense, mais qui étaient intéressés par, le côté, peut-être art martial, qu'il y a Mmh. peut-être pas en Krav, tu vois? Ce Ouais. côté-là, art martial, tu vois? Si on veut distinguer un peu le truc vraiment, au sens propre, la rue et ce qui peut arriver dans la rue et quelque part, bâton long, il a rien à faire là, tu vois? Si tu que dans ce mode de pensée-là. Ouais, ouais. Si tu t'intéresses pas davantage à un art en profondeur, enfin, je sais pas, pourquoi tu manies encore le sabre japonais à notre époque, tu vois? Mmh. Si il y a c'est forcément que c'est pas pour la self-défense. Non, c'est pour autre Donc chose. voilà, donc tu t'intéresses à un art, tu vois? Ouais. Donc voilà, il y a certains élèves quand je leur parle d'armes du Wing Chun, ils sont pas du tout intéressés, ils sont pas du tout intéressés et moi ça m'intéresse. Mmh. Moi ça m'intéresse, moi je suis vraiment fan d'arts martiaux, même sur les armes, je suis allé aux Philippines plusieurs fois pour Ouais. pratiquer, l'art martial philippin, travailler bâton contre bâton ou machette, tu vois? Donc moi j'adore ça, tu vois? Donc c'est quelque chose que je veux travailler, c'est quelque chose que je veux continuer à apprendre, à me perfectionner. Pour moi, c'est OK. Mais bon, je peux comprendre que certains, ça les intéresse pas du tout et c'est OK avec ça. Je veux dire, c'est OK avec ça. Tu peux aller, très loin dans le Wing Chun et être un très bon pratiquant de Wing Chun sans forcément passer par les armes, tu Ouais. vois? Donc les armes t'apportent aussi, des bénéfices dans ta pratique en main nue, on va en revenir là-dessus. Mais néanmoins, est-ce que c'est obligatoire pour être, un expert à main nue du Wing Chun? Non. Mmh. Non, non, non. Tu peux très bien t'en passer. C'est pas nécessaire. À mon point Enfin, de vue, non. ouais. Mon point de vue, non. Heu, bâton long, Lok Tim Bum Kwan. Là, techniquement, quoi. Bâton long que tu as eu, comme moi, l'opportunité, le grand privilège Absolument. de voir ça avec, Maxi pour. Mark Chi Kong, maître de Hung-Gar à Hong Kong et peut-être qu'on peut commencer par là parce que ça nous va nous permettre de parler, un peu de l'histoire du bâton long. Parce Mmh. que quelque part le bâton long, c'est finalement la c'est vraiment quelque chose qui a été rajouté, importé dans le système et le bâton long n'est pas quelque chose qui vient du Wing Chun à la base Mmh. et il y a énormément de styles de kung-fu du sud de la Chine, pour ne pas les nommer Shaolin Li Foot, Tang Lang, Hung Gar, qui ont aussi le Luk Din Bun Quan Ouais. dans leur système à eux aussi. Alors c'est moins connu parce que quand tu tapes Luk Din Bun Quan ou bâton long, les 6 points et demi du bâton long sur internet, tu tombes Sur le Wing Chun. 90% sur le Wing Chun Ouais. parce que bon voilà, c'est un style qui est
peut-être plus populaires que ceux-là, mais néanmoins, ça fait partie aussi de leur palette technique. Donc c'est une forme, une façon d'utiliser le bâton long qui existe depuis très longtemps en Chine, très certainement élaborée au cours du 19e siècle. Et ce qui est, on a eu l'occasion de voir avec Mak Chi-kong, donc un sifu de Hongar à Hong Kong il y a 2 ans. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans le Hongar, le Luk Dim Bun Kwan, donc les 6 points et demi du bâton long, ont été intégrés que dans une certaine lignée de Hongar. Donc, lignée Wong Feng Wong, mais qui, par la suite, lignée Lamzhou. Et la lignée Lamzhou, c'est la lignée d'où vient, en fait, Mak Sifu. Ok. Et tu le vois, ça c'est super intéressant parce que tu le vois dans un film avec Kwon Tak-in, qui est l'acteur qui a joué Wong Fei-Wong plus de 100 fois au cinéma, tu vois, dans les années 50, 40, 50, 60, je pense. Kwon Tak-in, c'était un ami du père de Bruce Lee. Ok. Ils étaient, parce qu'ils venaient tous les deux du monde de l'opéra, tu vois, et ils étaient amis. Et Bruce Lee a côtoyé Kwon Tak-in. Il a été sur les plateaux de tournage, il a vu Kwon Tak-in jouer Wong Fei-Wong, tu vois. Et dans un des films de Wong Fei-Wong, donc de 1949, et c'est ça qui est intéressant parce que 1949, c'est avant que Ip Man mette les pieds à Hong Kong. Ip Man n'était pas à Hong Kong quand ce film a été tourné. Ok. Et dans ce film, en fait, on a l'occasion de voir une des formes emblématiques du Hongar avec le bâton long qui s'appelle le Nonglung Bat Wagwan, qui s'appelle le Nlung Bat Wagwan. Et dans cette forme, tu as à un moment donné le Luk Dim Bun Kwan, mais seulement dans la lignée de Lamzhou. Ok. Parce que le Les Nlung autres. Bat Wagwan, tu l'as dans différentes lignées de Hongar, mais seulement dans la lignée de Lamzhou, donc la lignée de Mak Sifu, tu as à l'intérieur le Luk Dim Bun Kwan. Et Ok. c'est assez étonnant parce que tu remarques ça très très bien. Traditionnellement, dans le Nung Bat Kwan, la forme classique du Hongar, le bâton long est tenu avec un grip assez large, tu vois, donc, et avec la main droite devant. Et à un moment donné, dans la forme, il switch en prenant un grip qui est beaucoup plus court, tu vois, largeur des hanches, et avec la main gauche devant. Et en fait, il te fait la forme du bâton D'accord. à ce moment-là. Dès qu'il finit, pof, il récupère un grip large avec la main droite devant et il continue à faire le reste de la forme. Ok. Et ça a été intégré, mais seulement dans la lignée de Lamzhou. Donc, c'est-à-dire quelqu'un avait appris le Luk Dim Bun Kwan et l'a intégré dans cette forme-là. Ok. Et, et en fait, en discutant avec Sifu Alex, il m'a dit qu'il a eu l'occasion de voir la forme de Ip Man, bâton long qui a été créé Pardon. Il a eu l'occasion de voir la forme de bâton long de Ip Man qui a été filmé en 1967, au même moment où ont été prises les fameuses photos de Ip Man en train de faire la forme du mannequin de bois. Vidéo qui est pour le moment n'a pas été rendue publique, tu vois, qui est restée un peu secrète, que seul Lung Ting a en sa possession, et Feu Sifu Kernspech l'avait également. Et il m'a dit c'est extrêmement similaire à Hongar. Ouais, c'est extrêmement similaire. Ce que fait Ip Man, la forme du bâton long, parce que la forme du bâton long, comme toutes les formes du Wing Chun, a évolué, et puis Ip Man n'a pas forcément enseigné la même chose à tout le monde. Mais en tout cas, en 1967, voilà, elle est figée sur une vidéo, et il m'a dit elle est vraiment très très proche. Et Sifu Alex me l'a montré, hein, il m'a montré exactement ce que Lung Ting fait. Et Lung Ting a un tout petit peu modifié la forme du bâton long, tu vois. Et il m'a montré ce que Ip Man faisait, tu vois. En tout cas, en 1967, quand ça a été figé, parce qu'il a eu l'occasion de voir la vidéo. Et c'est très très proche de cette forme-là que Mak Sifu nous a montré à Hong Kong. Donc Mak Sifu nous a fait
un stage de 2 heures là sur cette forme du bâton Ouais. long et c'était extraordinaire, quoi. Il te manie ça avec Ouais, une précision Mmh. et tu sens qu'il y a de la puissance derrière, quoi. C'était impressionnant, ouais. Ouais, c'était super impressionnant et prochaine fois où je retourne à Hong Kong, j'essaierai de travailler avec lui parce Ouais, qu'il a une expertise, dans le bâton long, même si c'est pas un pratiquant de Wing Chun, mais il a une expertise avec, les armes de manière générale, ouais. il est monstrueux, Mmh. il est monstrueux et ce qu'on peut dire, l'origine, de cette arme, côté on va dire un peu historique de cette arme. Alors encore une fois, on n'en est pas sûr, hein, mais ce type de bâton assez long et assez rigide, parce que c'est vraiment long, hein, Mmh. Ça c'est, fait quoi, 2 mètres, ouais, 3 mètres, 3 mètres. mètres? Ouais, Oh la putain. longueur, on va dire, standard, c'est 3 mètres. Ça peut être plus long aussi, Ah ouais? mais généralement, c'est 3 mètres, hein, donc c'est, et qui est assez rigide. C'est pas une arme qui est flexible. C'est quand même une arme qui est assez rigide et qui, pour le coup, est lourd. Alors là, ça dépend du type de bois, que tu utilises pour faire ton bâton long, mais bon, généralement, c'est quand même assez lourd, tu vois? Mmh. Et en fait, ça viendrait encore une fois, comme le mannequin de bois, du domaine fluvial maritime, tu vois? Et faut avoir en tête les petites barques qui étaient utilisées, sur les berges ou dans les ports, et où tu avais, cet outil-là, tu vois? Un grand bâton qui te permettait, De de naviguer. pousser, Mmh. de prendre appui sur les pontons, sur les berges ou de pousser un peu, dans le fond, tu vois? Pour, un peu, naviguer avec ça et je sais pas si tu te rappelles, mais dans le film, Enter the Dragon, Opération Dragon avec Mmh. Bruce Lee, quand il arrive à Hong Kong, il est sur une barque avec un vieux monsieur derrière où Mmh. d'ailleurs le vieux monsieur il ressemble à Ip Man, tu vois? C'est pas Ip Man bien sûr, mais il ressemble à Ip Man et il le conduit, à Hong Kong avec une barque comme ça et tu vois un vieux monsieur derrière qui tient une longue perche, tu vois? Et qui manœuvre avec ça. Ça peut venir de là. Mmh. Ça pourrait venir de là, tu vois? Encore une fois, on est sûr de rien, Ouais, ouais. mais bon, ça C'est pourrait le venir de plus là. probable, quoi. Ouais. Finalement, ça, c'est quelque chose aussi qui 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 a été, comment dire? Raconté dans l'histoire de Wing Chun par Ip Man. C'est-à-dire le fait que la forme du bâton long, c'est quelque chose qui a été importé dans le système et qui est quelque chose qui est étranger à la base du Wing Chun Mmh. et qui a été intégré dans le Wing Chun. Ip Man le dit clairement. Bon alors, c'est la légende, hein, comme on l'a dit, hein, dans l'épisode précédent. C'est un peu le pivot Mmh. entre la légende et l'histoire du Wing Chun, mais Ouais. il dit clairement que c'est, Lung Yi Tai qui l'a transmis à Wong Wabo. Donc OK. 2 personnages qui sont juste avant Lung Jan dans la lignée du Wing Chun et Lung Yi Tai, c'était un expert en bâton long et Wong Wabo, c'était un expert en Wing Chun et ils ont échangé, leur, leur kung-fu, tu vois? Un kung-fu à main nue et l'autre kung-fu, Bâton. au bâton et c'est à ce moment-là que le bâton aurait été intégré dans le système. Donc, même si on est un peu sur un aspect, voilà, on va dire, un peu c'est un mythe, une légende, on ne Mmh. sait pas vraiment si c'est vrai ou si c'est faux. Néanmoins, il y a un élément qui dit que c'est quand même quelque chose qui est étranger au système et qui a été intégré, par la suite, hein. Mmh. Et quand tu regardes un peu Maxi Fu ce que fait, avec le Tim Bun Quan, hein, donc sa version hongare de cette forme-là, autant sur la forme, c'est quasiment identique, tu vois? Donc certes, il y a des spécificités au Wing Chun, mais c'est quasiment identique entre ce que fait Maxi Fu dans sa forme et ce que j'ai pu voir avec, Sifu Alex, la forme de Lung Ting ou de Ip Ouais. Man. Mais il y a des spécificités au Wing Chun qui ont été intégrées par la suite. C'est-à-dire le Chi Quan, par exemple, qui est l'analogie, du Chi Sao, donc les mains collantes, Mmh. mais avec un bâton, hein, un exercice qui a été intégré. Chose que tu as pas dans Hong Kong. Donc, il y a eu la vision du Wing Chun intégrée avec cette arme-là, hein. C'est-à-dire ce que tu fais à main nue a influencé la manière
Donc tu le fais avec l'arme. Donc tu le fais avec l'arme, donc tu le fais avec le bâton long. Et également sur le nom des techniques, c'est-à-dire Maxi Fu, il peut utiliser les mêmes techniques, tu vois, sauf qu'elles vont pas avoir exactement le même nom. Pourquoi? Parce que les gars qui ont manié le bâton long ont utilisé le nom des techniques à main nue et ils l'ont mis ça dans le bâton long, tu vois. Donc par exemple, Bong Sao, tu peux retrouver Bong Quan. Ok. Alors que Maxi Fu, il va te faire la même technique, mais il va utiliser un autre nom, tu vois. Donc Biu Quan comme Biu Ji par exemple. Hein. Donc voilà, tu retrouves un peu cette influence-là du main nue dans les armes, chose que tu retrouveras aussi après avec les doubles couteaux, on en parlera par la suite. Lok Dim Bun Quan, les 6 points et demi du bâton long. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il y a 1 point et demi qui traîne? Pourquoi il y a 1 point et demi qui traîne et les 6 points, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? A priori, ça serait les 7 manières principales d'utiliser le bâton. Ok. Et les 6 premières façons d'utiliser feraient un point tout entier. Un point tout entier, on entend une. Si tu fais une pique avec le bâton, tu vois, ça dessine un point dans une feuille ou dans ton corps, tu vois, mais ça fait un gros point qui est entier, un gros rond. Tu vois. Et ouais, le dernier point et demi, c'est une technique qui te permet pas justement de faire un point entier, mais ça fait qu'une demi-lune, tu vois, ça fait qu'un demi-cercle. Et c'est pour ça qu'on appellerait comme ça les 6 points et demi. Ok, mais très bien. voilà, c'est les 7 façons, on va dire, principales d'utiliser le bâton long. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, quand tu discutes avec Maxi Fu, il a aussi cette façon-là d'utiliser le bâton long en Hongar. Donc, vraiment, c'est similaire. Ouais. Même si le nom des techniques n'est pas les mêmes, mais néanmoins, ça coïncide. Tu vois, il y a une similarité entre ce que peut dire un maître de Hongar et ce que peut dire un maître de Wing Chun sur la façon d'utiliser le bâton long avec cette forme, le Gingbun Quan, tu vois. Donc le bâton long, on l'a dit, hein, c'est un bâton qui est très très long, hein, qui fait, on va dire en moyenne 3 mètres. Et en chinois, on appelle ça Dan Tao Quan. Hein. Donc, tu connais déjà tous les mots en chinois. Oui, parce que Dan, tu l'as de Dan Chi. Ah oui, Dan Chi. Donc Dan, c'est 1. Tao, tu l'as de Xinon Tao. Sa forme. Non, là, Tao, c'est pas comme dans Taolu, ça veut pas dire ça. Non, Tao, j'en ai parlé lors du premier épisode, mais tu te rappelles plus. Tao, ça veut dire la tête. Dans la Xinon Tao, ça veut dire en tête, en premier lieu, tu vois. Mais là, littéralement, la façon dont il faut voir Tao, c'est la tête, concrètement. Et Quan, le bâton. Donc, c'est le bâton a une seule tête. Pourquoi? Parce que le bâton long est conique. Et la façon dont tu t'en sers, tu changes jamais le grip d'un bout à l'autre, mais tu gardes toujours le même grip, tu vois, et du bout le plus épais, et tu te sers de la pointe pour faire tes techniques. Donc, concrètement, le bâton long, tu l'utilises comme une lance, en fait. Hein. C'est vraiment une arme que tu utilises vraiment comme une lance, quoi. Et tu l'utilises pas comme le bâton de moine qu'on appelle justement Sung Tao Quan. Tu vois, donc les 2 têtes. Le bâton a 2 têtes. Pourquoi 2 têtes? Parce que tu peux l'utiliser autant d'un côté que de l'autre. Donc ça s'utilise pas du tout de cette façon-là. Tu n'utilises pas du tout les 2 extrémités pour attaquer, même pour défendre quelque part. Tu n'utilises qu'une seule extrémité. Et on peut aussi appeler le bâton long du Wing Chun Xiu Mei Quan. Xiu, c'est le rat ou la souris. Mei, c'est la queue. Et Quan, c'est le bâton. Donc, c'est le bâton à la queue de rat. Pourquoi? Encore une fois, parce que c'est conique. Parce que c'est conique, comme une queue de rat qui est conique. Ok, donc, ils ont de l'imagination, pétard. Ouais, parfois c'est un peu imagé. Donc, c'est comme ça qu'on appelle le bâton long. Dan Tao Quan ou Xiu Mei Quan. Ok. Xiu Mei Quan. Xiu Mei Quan. Un dicton assez célèbre qui accompagne le bâton, ça s'appelle en cantonais Quan Mu Leng Heng. Quan Mu Leng Heng, ça veut dire Quan c'est bâton, Mu
Mo, c'est le verbe avoir à négation, ne pas, tu vois. Et lung, c'est deux, là, et hung, c'est son. Donc le bâton long ne doit pas faire plus de deux Deux sons. sons. Et c'est pas vraiment le dicton en entier, en fait. Le dicton en entier, c'est Kun mo sam fat, quan mo lung hung. Kun mo sam fat. Kun, le point, mo, Bon. ne doit pas faire sam, 3, 3 fat, points, technique. 3 techniques. 3 techniques. Tu dois pas faire plus de 3 techniques avec tes mains. Ok. Et avec le bâton long, tu dois pas faire plus de 2 sons. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Oh pétard. C'est un aspect du Wing Chun qui est qu'on veut faire une résolution assez rapide des choses. Tu vois. Donc pourquoi pas plus de 3 techniques avec les mains? Parce que mon adversaire a 2 bras. Ok. Si j'arrive très tôt à gérer le premier, gérer le deuxième, a priori, Le troisième, c'est ma fini. troisième technique, ce sera ma frappe. Tu vois. Bon, on est dans une idéologie, on est dans une voilà, la théorie, comment dire, ce que tu as envie de faire. Hein. Pas forcément de dire que ça va se traduire comme ça à chaque fois, mais en tout cas, voilà, c'est l'idée, quoi. Et le bâton ne doit pas faire plus de 2 sons. On est un peu dans la même logique, c'est-à-dire 2 sons, ça veut dire quoi? Ça veut dire Tu pars et tu. exact. Ouais. Tu pars et tu contre-attaques. Ah, donc le premier son, c'est le son de ta technique de défense, et le deuxième son, c'est le son de la touche que tu fais sur ton adversaire. Donc on est dans cette idée de vouloir aller assez vite pour finir le combat assez vite. Bon, je veux dire, quel art martial veut pas finir le combat assez vite, tu vois? Mais bon, voilà, il y a ce dicton qui culturellement est encore transmis de nos jours. Kun mo sam fat, quan mo lung hung. Ouais, ça va enrichir mon contenu, ça. Voilà. Bon, on l'a dit, même si le bâton long, c'est pour l'art. Enfin, moi, je le vois vraiment comme ça, hein, tu vois, c'est-à-dire, j'aime manipuler cette arme et j'aime vraiment m'entraîner avec et défendre une autre attaque, etc., etc. Néanmoins, ça apporte des bénéfices quand même indirects, tu vois, dans le système. Et ce qu'on peut noter, c'est que ça apporte un travail sur l'équilibre, sur le transfert de puissance aussi, tu vois. Et ça, c'est intéressant parce que faut arriver à transmettre de la puissance 3 mètres plus loin. Tu vois, de tes bras, arriver à générer de la puissance et au bout du bâton, qu'il y a quelque chose de puissant, tu vois, qui sort. Et il y a quand même ce travail-là et que tu peux très bien transférer pour le combat à main nue, tu vois, c'est-à-dire comment arriver à transférer de la puissance dans tes membres, que ce soit un coup de poing, que ce soit un coup de pied, un coup de coude, peu importe, tu vois. Mais on peut faire cette analogie-là directement avec le travail des armes, pardon. Ça peut être un bénéfice que ça apporte. Bien sûr, un conditionnement sur les jambes, forcément parce que tu travailles plus bas, donc tu travailles un peu le tonus musculaire, la force de tes jambes, ça c'est clair et net. Et quelque part une compréhension aussi davantage sur les axes et les angles, parce que on peut voir le bâton long aussi comme un espèce de danchisao quelque part, tu vois, mais avec un bras super long, tu vois. Donc finalement, c'est un travail assez fin, tu vois, c'est un travail aussi assez fin sur les axes, les angles et la sensibilité, parce que quand tu fais Chi Quan, c'est pas ton avant-bras là qui doit sentir, tu dois sentir à travers le bâton long la pression tu vois, la direction du bâton long de l'autre. Et c'est quand même un travail assez fin parce que c'est pas facile de manier cette arme, elle est lourde, donc tu dois utiliser des postures un peu particulières, un grip un peu particulière pour essayer de travailler en force le moins possible, même si après une bonne séance de bâton long, t'as bossé quoi, t'as bossé tes bras et t'as bossé tes jambes, ça c'est clair. Mais t'as toujours ce travail de finesse aussi, tu vois, qui est assez spécifique au Wing Chun et qui est quand même super intéressant. Donc voilà, ça apporte aussi quand même des bénéfices, je trouve, pour la pratique
à main nue. Hein. Bien sûr qu'on peut voir le lien, bien sûr. Et voilà ce que j'avais un peu à dire sur le bâton sur le long. bâton long. Eh bien, on va Et- passer au couteau papillon. Oh, le couteau papillon. On peut parler des doubles couteaux, de la forme des doubles couteaux et des couteaux de manière générale qui s'appellent Bachamdao. Forme qui a été voilà, forme emblématique du Wing Chun des doubles couteaux à Hong Kong. Et seulement à Hong Kong. Et peut-être on peut commencer par là, tu vois, le côté historique de cette forme, parce que on sait que dans la culture du Wing Chun, c'est-à-dire à Fatsan avant les années 50, il y avait des doubles couteaux déjà dans le système, Mhm. mais aucune forme ne s'appelait Batsamdao à cette époque-là. Ok. Batsamdao n'existait pas avant que Yip Man prononce ce nom à Hong Kong. Ah, donc il a codifié. Alors il est clair qu'il a codifié cette forme, et c'est la forme du bâton long, la forme des doubles couteaux, c'est certainement la forme qui a le plus évolué dans toutes les formes que Yip Man a enseignées. Mhm. Vraiment, pour en avoir parlé encore une fois avec Sifu Alex, il a eu l'occasion de... On en a beaucoup parlé la dernière fois quand je suis allé à New York. Il m'a montré, il m'a pas montré les formes concrètement, mais il m'a montré voilà, une section. Il m'a dit, tu vois, à l'époque, Wang Chunlung et Chan Chi-man, parce il a côtoyé Chan Chi-man avant que Chan Chi-man décède. Mhm. Donc ce sont les élèves, les premières générations d'élèves de Yip Man, début des années 50 à Hong Kong. Et après, il connaît la forme de Lung Ting. Et il y a quelques différences, en fait. Et tu sens que l'enseignement de Yip Man a vraiment évolué sur la forme des doubles Ok. couteaux de Bachamdao. Et voilà, on en a parlé pas mal quand je l'ai vu la dernière fois. Et voilà, pour revenir à ce qui se faisait à Fatsan, en fait, les doubles couteaux, ça a toujours évolué, ça a toujours existé dans le système. Par exemple, dans la lignée de Yuan Kai-san, il appelait ça une forme, enfin, la forme ou la technique qu'il utilisait, il appelait ça Yiji Sengdo. Donc, Yiji, tu Mhm. l'as dans Yiji Kim Yang Ma, la posture neutre Ok, du ouais. Wing Chun que tu fais dans la Silam Tao. Donc, Yiji, c'est le caractère 2. Tu vois, le 2 écrit en chinois, les deux traits parallèles là. Yiji Sengdo. Seng, c'est double. Ok. Tu vois, comme Sun Kun, les doubles coups de poing par exemple. Donc c'est et Do, c'est les couteaux. Tu vois, donc Donc deux couteaux. non, l'idée c'est je crois qu'il y a derrière, comme à chaque fois dans le nom d'une technique ou dans le nom d'une forme, quand tu as un caractère chinois qui est utilisé, Yi c'est l'image du caractère, ce que représente visuellement ce caractère, Mhm. qui est un peu exprimé en termes techniques. Donc, Yidi Sungdo, il faut le voir comme les couteaux parallèles, les doubles couteaux Ok. parallèles. Donc, très certainement, dans cette façon d'utiliser les couteaux, tu utilises les couteaux de manière parallèle. Tu vois, Ok. c'est ça qu'il faut entendre par Yidi Sungdo. Comme Yidi Kim Young Ma, tu as les pieds qui sont Ouais. bon, pas tout à fait parallèles parce que tu as voilà, une rotation interne, mais bon, voilà, les deux pieds sont comme ça. Euh, Même terme qui était quasiment similaire, qui était utilisé dans la lignée de Lungjan, dans le visage de Gualo. Ils ont aussi double couteau, c'est quasiment aussi la même appellation. Donc ça a toujours existé. Et très vraisemblablement que Yip Man les a codifiés à Hong Kong dans les années 50. Et chose quand même assez intéressante qu'on sait sur Yip Man et sur les doubles couteaux, dans l'interview qu'il a donnée au magazine New Martial Hero de 1972, il a clairement dit, c'est clairement dit, hein, il le dit, les doubles couteaux sont dérivés de la pratique à main nue. Ok. Donc il y a ce truc aussi parfois de dire que les doubles couteaux ont influencé Byuji, tu vois, parce que Byuji, tu travailles avec Avec les doigts. Enfin, les mains ouvertes, la tu lame, vois, entre guillemets, de la et main. c'est comme si tu avais un couteau dans les Ouais. mains. Alors que non, Ip Man l'a clairement dit, c'est le travail à main nue qui a influencé
les armes, tu vois, et pas l'inverse. Alors, je dis pas que comme dans le bâton long, il y a certainement eu un retour derrière, hein, peut-être qu'en pratiquant avec les doubles couteaux, on l'a dit d'ailleurs, hein, pour la Sham-Kyu par exemple, là, Lung-Ting a rajouté les Mando qui s'envolent vers le ciel dans la Sham-Kyu, directement inspiré de la forme des doubles couteaux, tu vois. Mais quand même plutôt dans ce sens, tu vois, mains nues qui ont inspiré les doubles couteaux, et pas tellement l'inverse. Tellement l'inverse. Hein. Les doubles couteaux qu'on dit en cantonais, peut-être pas en cantonais, mais au moins la traduction Elliot en français. De quoi tu viens de le dire, double couteau. Les couteaux papillons. Ah, les couteaux papillons, pardon. Merde. Ça fait 15 fois que je le dis, et Ça là, fait quand 15 fois il faut le dire, je le dis pas, pétard. Les couteaux papillons. Ouais, Couteaux papillons. parfois, on appelle ça en effet comme ça, les couteaux papillons. C'est comme ça que je les ai appelés au début. C'est comme ça que tu les appelais au début. Oui. Alors, très vraisemblablement que de toute façon, le design de base, c'est en effet le design des Wudipto, hein, donc les couteaux papillons. Hein. Wudip, c'est papillon, et Do, c'est le couteau. Tu vois. Okay. D'ailleurs, Wudip, il y a aussi ce on peut appeler aussi dans le système Wudip Jung. Jung, c'est le coup de pomme. Quand tu fais ça. Les coups de pomme papillon, exact. Les po pai chung, hein, les doubles coups de pomme, sont parfois appelés aussi Wudip Jung. Les coups de pomme papillon, parce que tes mains comme ça, parallèles, ça ressemble à des ailes de papillon. Bon, enfin, petite digression. Mais dans le Wing Chun, on n'appelle pas tellement les doubles couteaux papillons. Pourquoi? Je pense parce que Yip Man, en fait, avait modifié le design des doubles couteaux. Chose que je ne sais pas, c'est si... en tout cas, on sait que Moyat, un de ses élèves, a fait un croquis de ce que Yip Man pensait comme la forme qu'il voulait voir des doubles couteaux. Lung Ting a exactement la même comment dire, le même design, tu vois. Donc, ça fait sens, ces deux élèves qui sont pas du tout de la même époque, mais qui disent la même chose de la part du design qu'avait imaginé Yip Man. Je ne sais pas si Yip Man a finalement tenu dans ses mains un jour, tu vois, le design qu'il avait imaginé, mais le design, en tout cas dans la lignée de Wing Chun de Hong Kong des doubles couteaux, est un petit peu différent des doubles couteaux dits couteaux papillons. Hein. Donc, il y a une modification par rapport à la façon dont on utilise les doubles couteaux en Wing Chun sur beaucoup de choses, c'est-à-dire sur la façon dont la garde est alignée avec le tranchant de la lame en elle-même, la garde, le retour de la garde. Voilà, donc il y a vraiment c'est différent. Ça a vraiment été étudié. Je pense que le concept de base, de toute façon, c'est les armes aussi évoluent. Hein, tu vois, c'est certainement comme couteau, double couteau de Wing Chun n'avait pas du tout la tête que ça a aujourd'hui, tu vois, mais ça a été, cette arme a été modifiée pour matcher davantage avec la façon dont on veut l'utiliser en Wing Chun, quoi, tu vois. Et pourquoi ça s'appelle les Bacham Dao, donc on peut traduire par les couteaux 8 en taille. Littéralement, Bat, c'est 8. Cham, on peut le traduire par slashing, donc couper, tu vois. Do, le couteau, l'épée. Donc, les couteaux 8 slash, les couteaux 8 entailles, tu vois, les 8 façons de couper. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, qu'est-ce qu'il y a derrière? Ce qu'il faut savoir, c'est la forme du double couteau, elle est divisée en 8 sections. Donc, tu as 8 sections. Et en fait, tu as 8 combinaisons de techniques, en fait, dans ces 8 sections. Tu as parfois des techniques qui reviennent aussi, tu vois. Et la plupart des techniques sont quand même axées sur des slash plutôt que des pics. Il y a des pics dans la forme, mais c'est plutôt les slash qui reviennent davantage. Et en fait, l'idée derrière, c'est se défendre contre 8 types d'armes
différentes. Différentes. Ouais. Ah, C'est de là que viendrait l'idée Bartender 8. Tu vois. Alors, 8 types d'armes, ou disons 8 types d'armes ou 8 types d'angles d'attaque différents. Tu vois. ok. Et parfois, dans la conception chinoise des choses, le 8, tu vois, il est symbolisé par un. Le 8, il représente parfois des déplacements, par exemple. Par exemple, dans le bagua, hein, tu as le ba, Hmm. c'est ba en mandarin, mais c'est ba en cantonais, tu vois. C'est les 8 directions. Ça, tu l'as souvent d'ailleurs, hein, dans ce qu'on a, la forme du bâton long qu'on a discuté juste avant, la forme du hongar, qui s'appelle le Pat Kwakwan, hein, ou forme complète Nong Pat Kwakwan. Mhm. Pat Kwakwan, c'est les 8 directions du bâton. C'est-à-dire, Ok. c'est l'idée que quand tu es avec cette arme-là, tu apprends à te défendre tout autour de toi, les 8 directions. Il faut voir 8 Hmm. directions autour de toi. Donc, il y a cet aspect que souvent, dans les arts martiaux chinois, quand tu prends le chiffre 8, c'est l'aspect un peu total, tu vois. Et 8 directions, c'est tout autour de toi. C'est le nord, sud, est, ouest, mais Hmm. aussi nord-est, Non, sud-ouest, tu vois. C'est l'aspect complet, quoi, tu vois. C'est peut-être ça aussi qu'il y a derrière, c'est-à-dire tous les angles d'attaque que je peux recevoir dans la gueule, tu vois, je les quand défends. quand j'ai les doubles couteaux dans les mains, comment je gère ces 8 angles d'attaque, et aussi face à des armes différentes. Hmm. Pourquoi? Parce que dans ce que tu apprends à faire dans les doubles couteaux, c'est gérer non seulement des armes longues, comme une lance, très longue, comme le bâton long, des armes plus courtes, comme une épée ou comme un sabre, des armes aussi flexibles, comme une chaîne ou un nunchaku à 3 branches, tu vois. Des armes doubles également. Donc il y a cette idée-là, tu vois, c'est-à-dire avoir une panoplie de techniques capables de faire face à n'importe quel angle d'attaque en face de moi et n'importe quel autre type d'arme traditionnelle chinoise, bien sûr, en face de moi. Et c'est ça qu'enseigne cette forme-là, Ok. que je découvre, hein, que voilà, j'ai aucun problème avec ça de dire que Hmm. j'ai pas encore appris la forme du bâton long, et j'ai pas du tout envie d'apprendre ça avec les tonnes de livres ou de vidéos qui sont Ouais. sortis. Donc je préfère apprendre Autant que avec tu ça, les voilà, apprennes auprès de avec quelqu'un. quelqu'un, voilà, qui a une lignée, on va dire, authentique, qui a un vrai savoir. Tu vois, je suis encore un de ces gars qui ont quand même besoin d'apprendre les arts martiaux Hmm. en live. Ouais. Et bon, la vidéo, c'est très bien, on peut faire des choses très intéressantes avec un support vidéo, mais voilà, pour certaines choses, j'ai besoin du contact Hmm. humain et pas du tout envie d'apprendre double couteau avec une vidéo sur Internet. Tu vois, Bien sûr. ça C'est m'intéresse pas du normal. tout. Ça m'intéresse pas du tout. Wink, wink. Ce qu'on peut dire aussi sur les doubles couteaux, si Alex il m'en avait parlé, il m'a dit, finalement, une des situations les plus difficiles à gérer avec quand il y a les doubles couteaux, quelque part, c'est face au bâton long. Hmm. Pourquoi? Parce que c'est l'arme la plus longue, et en fait, tu as des armes super courtes dans les mains, quoi. Ouais. Et tu dois gérer Passer la quelqu'un qui est distance. très, très loin. Et lui, si son jeu, c'est bien sûr que son jeu, ça va être de maintenir la distance et de te piquer de loin. Et toi, comment tu fais pour le toucher, tu vois? Ouais. À part lui lancer le couteau dans la gueule. Non, c'est la difficulté, ça va être de trouver un angle, de courir sur lui. Parce que littéralement, va falloir courir. Ouais. Tu vois, il faut passer une distance de De 2 les 3 mètres. mètres du bâton, mais plus la distance à laquelle tu vas être un peu en sécurité. Donc, allez, 4-5 mètres. Il va falloir que tu cours sur lui pour l'atteindre, tu vois? Hmm. Et le gros travail que tu fais dans les doubles couteaux, c'est travail de déplacement. Travail de déplacement, et là aussi, c'est quelque chose que tu peux par la suite, quelque part, tu peux avoir un retour indirect avec ton système à main nue après, tu vois? Parce que si tu as appris à
à bien bouger avec des couteaux dans les mains. Qu'est-ce que ça va être si tu peux réintégrer ça, alors pas forcément les mêmes pas, parce que quand tu as des armes dans les mains, quand tu te bats face à des armes, tu pas besoin les déplacements sont forcément un peu différents, tu vois, mais c'est voilà, un gros focus sur les déplacements que tu fais avec les doubles couteaux, quoi. Dernière chose que je voudrais évoquer pour la forme des doubles couteaux, comme je l'ai dit quand j'ai introduit et la boucle est bouclée. Oh, Waouh! c'est magnifique ça. C'est le 8. La boucle est bouclée, c'est le 8. Le premier épisode qu'on a fait, qui parlait des formes de manière générale, Oui. qui parlait de la Siulum Tao. Toujours dans les formes, plusieurs aspects qui sont travaillés. Donc aspect technique, certes, mais aussi du conditionnement et aussi des concepts, hein. Et dans la forme des doubles couteaux, tu peux aussi retrouver ces aspects-là. Et encore une fois, une des erreurs qu'on peut faire, c'est prendre la chorégraphie que tu vois dans la forme des doubles couteaux et essayer d'appliquer ça de manière copier-coller, tu vois, face à une attaque donnée. Il faut comprendre qu'il y a peut-être aussi dans la forme, à certains moments, des aspects qui sont plus de l'ordre du conditionnement, tu vois, parce que bah, tu as des couteaux dans les mains qui sont quand même assez lourds et il faut préparer les bras, tu vois, à ça. Donc, il y a aussi parfois, et ça c'est intéressant, ça c'est quelque chose que m'a appris, que j'ai appris aux côtés de Maxi Fu, c'est que dans certaines formes avec les armes, tu as parfois des mouvements que tu fais qui sont pas du tout destinés à être appliqués en combat, tu vois? Et qui sont plutôt là pour travailler une certaine dextérité, tu vois? Une certaine maniabilité, une certaine aisance avec l'utilisation de ton arme. Et par exemple, dans les doubles couteaux, ça serait de pouvoir faire un flip et le tenir de manière inversée, tu vois? Et tu travailles une certaine dextérité avec ton poignet, Oui, c'est comme avec une tes Dao, doigts, ouais. pour le faire tourner à la même manière que tu le ferais avec un balisong, tu vois? Les couteaux papillons là, mais pas du tout les couteaux papillons de Wing Chun, les couteaux papillons Des vrais. ouais, des arts philippins, Ouais. indonésiens, tout ça. Heu, Travailler une certaine dextérité pour que tu sois, je l'ai retrouvé un peu en escrima aussi, ce travail-là, tu vois? Avec comme objectif d'être à l'aise avec cette arme-là. Néanmoins, il faut pas confondre ce travail que tu peux faire dans une forme, par exemple, avec un vrai affrontement où bah, c'est pas forcément l'heure de De tourner faire le ça, ouais. couteau en plein milieu d'un combat, quoi, tu vois, parce que euh, on le sait, hein, dans un combat à main nue, tout le monde se prend des coups, tu vois. C'est quasiment inévitable, hein, donc après, au plus tu es avancé, a priori, au plus tu en donnes et au moins tu en reçois, en tout cas face à quelqu'un qui a moins d'expérience, mais néanmoins, des coups, on en reçoit toujours, tu vois. Qu'est-ce que c'est avec des armes alors? Parce que tu peux supporter un coup de poing dans la gueule, un coup de poing dans le bide ou quoi, mais quand tu te retrouves face à des armes, c'est un petit peu différent, tu Tu vois? Parce supportes que un peu moins, ouais. tu supportes un peu moins slash dans la tête, tu vois? Donc Ouais. c'est peut-être pas le bon moment de faire, un switch et d'inverser le sens du couteau en plein C'est comme ça, combat, tu vois? Donc c'est super dans les mangas, c'est super dans les Ouais. films, ça en jette bien, mais en réalité, pas trop, tu vois? Donc voilà, faut pas oublier aussi que dans les formes, hein, pour revenir à ce que j'ai dit au premier épisode sur la Sri Lanka en particulier, il y a aussi certains aspects qui peuvent être travaillés et qui sont pas forcément des choses qu'il faut voir comme copier-coller dans une situation de combat. Et bien voilà, mon cher Elliot, ce qu'on pouvait dire Très bien. sur les formes du système. J'espère C'est très intéressant, c'était très cool. que ce Merci format beaucoup. vous a plu. On a respecté le contrat qu'on s'était imposé. Oui, Plusieurs épisodes, donc combien? 3 épisodes? là c'est le 4e. Un 4e épisode, voilà, sur les formes. Et puis voilà. Oui, Hein. tout à Donc, fait. on s'arrête là et à bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Kung Fu Coffee Break Podcast. N'hésitez pas, si ce format vous a plu, ce format de plusieurs épisodes sur les formes du système,
N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous voulez que Elliot et moi, plutôt moi, mais on discute sur d'autres aspects plutôt techniques. On peut essayer de faire davantage un focus sur ça, sur d'autres épisodes, dans la limite que nous impose ce format, qui est quand même un format audio uniquement. Donc voilà, mais pourquoi pas, hein, ça pourrait être intéressant. Et on se dit à bientôt pour un prochain épisode. Au revoir. I'm certain I can beat you. You have proved that you fight well. Now you can join us. À bientôt pour un prochain épisode de Kung Fu Coffee Break Podcast.